Bonjour, merci d'être connecté sur notre plateforme ce soir. Je vais tout de suite passer la parole à Pierre, qui va donc nous parler des conséquences économiques, en tout cas les prévisions des principaux économistes qu'il a pu consulter. Je te passe la parole, Pierre. Merci, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Cette soirée a été décidée après une conversation avec Marc. Plutôt que de parler encore de théologie, j'allais parler aujourd'hui de problèmes économiques. Au moins, j'essaye de comprendre pour moi-même et pour les autres ce qu'on peut comprendre de ce qui se passe, ce qui n'est pas évident. Et pour cela, je me suis référé à un certain nombre d'articles que je n'ai pas mis en bibliographie, mais si vous le voulez, je peux vous les envoyer. J'ai constaté que dans les journaux, dans la presse courante, il y a beaucoup de choses. Il y a du bon et du moins bon. Donc, il me semblait qu'il y avait certains points qu'il fallait mettre en avant, et je vais essayer de le faire ce soir assez rapidement, en mettant plutôt l'accent sur l'aspect prévision que l'aspect crise telle qu'on la connaît. Et je vais donc commencer tout de suite, si vous voulez. Donc, je vais faire passer, je vais partager l'écran. Voilà. Voilà. Donc voilà, on va commencer par simplement rappeler les principaux points saillants de cette crise, telle qu'on la voit se dérouler devant nous. Forte chute de la demande, contraction de l'offre, une augmentation du chômage, les problèmes de trésorerie des entreprises et des ménages, la chute du prix des actifs, des vulnérabilités dans le système financier, l'effondrement du prix du pétrole et une fuite importante de capitaux dans les pays émergents. Face à cette crise, les économistes ont essayé de faire des prévisions, ce qui est un exercice très difficile, vu toutes ces contraintes. On n'a jamais eu de crise comparable. Généralement, les crises sont des crises de la demande, des crises du système financier, mais on a rarement vu, enfin à ma connaissance, on a rarement vu à la fois une contraction de l'offre, ça du fait du confinement, il n'y a plus de production, ou au moins une grande partie, et en même temps une crise de la demande parce que les gens ne peuvent plus consommer, ne peuvent plus acheter, les entreprises ne peuvent plus vendre, etc., etc. Alors, face à ces problèmes-là, comment faire ces prévisions? Alors, j'admire les gens qui ont essayé de le faire. Il y a évidemment un certain nombre d'institutions dont c'est le métier, commencer par le FMI, qui a eu il se trouve, son assemblée de printemps vers le 15 avril, autour du 15 avril. Et à l'occasion de l'assemblée de printemps, ils ont produit des prévisions économiques pour l'ensemble du monde, qui sont détaillées pas pour tous les pays, mais pour les grands pays, et généralement sont détaillées en termes de pays avancés, pays émergents et l'économie globale. Alors, sur le tableau que vous voyez devant vous, vous voyez les prévisions pour l'économie globale, l'ensemble du monde. Pour 2020, une baisse de 3% du PIB avec une augmentation de 5,8% en 2021. Pour les économies avancées, donc nous faisons partie, une baisse de 6,1% en 2020 et une augmentation de 4,5% du PIB en 2021. Voilà. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble, la somme des valeurs ajoutées. Et donc, vous constatez que pour la période 2020-2021, moins 6,1 et 4,5, on ne rattrape pas. C'est-à-dire qu'à la fin de 2021, on n'a pas rattrapé la chute de 2020. Donc, ça veut dire que la crise, telle qu'on l'entend en termes courants, va durer plus qu'un an, 2 ans, peut-être plus. Dans les pays émergents, on a une chute de 1%, ce qui est assez rare parce que les pays émergents, dont la Chine, généralement tirent l'économie mondiale depuis un certain nombre d'années. On a une chute de moins 1% et une augmentation de 6,6%. La crise, donc, est définie ici comme une chute du PIB qui est causée par un confinement qui s'arrête globalement à la fin du mois de mai.
au début juin ou en juin, disant que le deuxième semestre retrouve une économie normale. On retourne à la normale, évidemment pas d'un coup, mais progressivement. Le FMI a fait d'autres scénarios qui sont publiés dans ce rapport qui est sorti en avril. Si au cas où le confinement se passerait moins bien et au cas où donc l'économie continuera à souffrir pour le reste de l'année 2020, eh ben, on aurait une chute de 3% plus importante que celle qui est prévue ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est prévisant, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Il y a encore deux autres scénarios encore plus pessimistes, avec une rechute de l'épidémie en 2021, et là, on a moins 8% de plus. Donc, c'est des prévisions très, très pessimistes qu'on n'a jamais vues. Enfin, je n'ai jamais vu le FMI faire des prévisions si pessimistes. Alors, il n'est pas le seul. Là, j'ai les prévisions de l'Union européenne. C'est sorti la semaine dernière. Vous voyez, c'est le PIB pour les pays de l'Union européenne. Alors, vous avez trois scénarios, un peu comme le FMI, avec une récession moyenne, enfin mild, c'est-à-dire douce. Donc, vous voyez qu'on est ici à 10% de chute du PIB, à peu près, hein, on passe de 100 à 90. Et en 2021, on n'a toujours pas récupéré encore la croissance qu'on a perdue. Et c'est que vers 2022, à la fin de 2022, donc dans le scénario doux, le scénario le plus favorable, que finalement, on se retrouve un peu au-dessus du niveau qu'on avait en 2019. Si vous avez une récession plus sévère, moyenne, vous voyez que là, on a une chute qui n'est pas de 10%, mais de près de 15%, 14%. Pareil, et là, à ce moment-là, on se retrouve à une... alors, ici, il faut que je déplace ça. On se retrouve avec, même en 2022, on n'a pas rattrapé. Et évidemment, avec la crise la plus sévère, voilà comment on se retrouve. La cause la plus sévère, on ne récupère pas avant 2024, quelque chose comme ça. Alors, on me dirait, c'est bien gentil de faire des prévisions comme ça, c'est facile de faire des scénarios. Alors, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est, je vois d'abord, avant de rentrer dans le détail, pas un peu plus dans le détail, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vais quand même en parler un peu plus. Donc, pour la France, les prévisions de la Commission européenne qui viennent de sortir, enfin en détail, c'est moins de 0,2% en 2020, 7% de croissance en 2021. Là aussi, on ne rattrape pas. Le FMI, 7% en 2020, 4,5% en 2021. Pour M. Philippe, notre Premier ministre, la baisse annoncée a été, lors d'une conférence de presse, de 8%. Je n'ai pas vu de chiffre pour 2021. Donc, je disais, c'est une reprise dans la deuxième partie de l'année. Bon, le scénario alternatif du FMI, où il faut 50% de plus de temps pour contenir le virus, ça veut dire que, par exemple, on sort du confinement, mais ça ne se passe pas très, très bien, qu'il faut beaucoup plus de temps, sans parler vraiment de deuxième vague très forte, et qu'il y a des conditions financières plus tendues, que les taux d'intérêt commencent à monter, parce que les gens sont nerveux, parce que les gens demandent plus d'argent, plus de taux d'intérêt au gouvernement quand ils lancent des prêts pour financer la dette. Donc, le PIB global serait 3% plus bas. On suppose aussi qu'il n'y a aucun effet, ce qu'on appelle non linéaire, c'est-à-dire que plus que proportionnel sur la production, dû à des problèmes qui pourraient se développer dans le secteur financier. On peut avoir des crises dans le système financier qui peuvent apparaître, le problème de trésorerie des entreprises, la montée des impayés, etc., etc. On pourrait avoir également des problèmes au niveau de la demande globale causée par la chute du revenu des ménages. Et donc, la chute de la consommation, par exemple, est beaucoup plus importante que prévu. Donc, les invendus de voitures augmentent encore plus, etc. Et que le chômage continue de rester très élevé. Et troisièmement, l'augmentation du nombre de faillites. Donc, voilà les scénarios. Donc, les scénarios de base sont des scénarios relativement optimistes, puisqu'on suppose qu'on repart au deuxième semestre et que on n'a pas d'effet catastrophe, en quelque sorte, non linéaire.
Alors, rapidement, j'en sors rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer que tous ces scénarios n'ont pas été tirés dans le chapeau comme ça, avec une équation. L'Union européenne, par exemple, a fait des études assez fouillées, secteur par secteur, en analysant l'impact secteur par secteur du confinement. Combien la production a chuté. Et par exemple, dans l'hôtellerie, 60% d'activité en moins ou 80%. Je n'ai pas les chiffres ici, mais je peux les sortir. Et donc, ils ont dit, voilà, faisons un scénario selon lequel on peut imaginer que l'impact des mesures de confinement continue plus qu'après le 1er juin. Et ils ont essayé de mesurer ça en regardant le pourcentage de l'effet confinement par rapport au maximum de l'effet de confinement qui était de 100% en avril. Donc, vous voyez, quand vous avez le scénario mild, doux, vous avez quand même des effets qui se continuent en 2021. Quand vous avez l'effet moyen, les effets du confinement, des fermetures, continuent d'avoir de l'effet jusqu'en 2022, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, ça devient assez technique. Mais pour vous donner une idée que ces scénarios ne sont pas sortis d'un chapeau avec un économiste qui fait une équation comme ça. Il y a des prévisions sectorielles qui sont faites derrière. C'est pareil pour le scénario de FMI. Pareil pour la demande extérieure, ce qu'on appelle la demande des exportations. En fait, la demande externe, c'est les exportations des pays et les importations des pays. Là, encore une fois, ils ont fait des scénarios quantifiés. Bon, voilà, encore une fois, tout ça, malgré tout, il y a un effort sérieux, il faut le prendre avec un grain de sel, comme on dit en anglais, parce que c'est très difficile de prévision. Mais la leçon globale, c'est qu'on est face à une chute très importante de la production, du PIB en l'occurrence, et que ça va continuer et que l'effet va persister en 2021 dans le meilleur des cas. Alors, un autre élément évidemment qui est très grave, c'est le chômage. Et là, c'est pas bien, j'ai pas vu beaucoup d'études bien quantifiées là-dessus. Le chômage va augmenter de manière oui, le chômage va augmenter de manière différenciée selon les pays. Aux États-Unis, le taux de chômage pourrait atteindre 20%. Les études montrent 15 à 20%. On est déjà à 15%. Les secteurs entiers, transport aérien, hôtellerie, etc., connaîtront des pertes durables d'emploi. Je vous renvoie à l'actualité avec ce qui se passe avec Boeing et aussi ce qui se passe avec Airbus. On sera obligé de licencier beaucoup de monde parce que la demande n'est plus là. Les gens n'achètent plus d'avions. Alors, en France, les pertes d'emploi seront contenues un certain temps, au moins, grâce aux mesures de chômage partiel. Mais je n'ai pas vu, en tout cas, peut-être que si quelqu'un peut me dire, mais je n'ai pas vu d'études sur les quantifications du chômage en France à raison de la crise du Covid. Donc, alors maintenant, étant donné ce qu'on voit, quelles sont les réponses? Quelles sont les réponses de la politique économique face à la crise du Covid? Je rappelle ce que j'ai dit au début, c'est que c'est un choc inédit. Les récessions sont généralement causées par un choc de la demande. Cette fois-ci, on a à la fois un choc de la demande et un choc de l'offre. Donc, choc brutal, fermeture, distanciation. Alors, dans la crise, la politique économique doit distinguer deux temps. Le premier temps, c'est réduire le taux d'infection. Objectif, c'est le début de l'été. On est en train d'y arriver, semble-t-il, quand même. Deuxième temps, maintenir les taux d'infection bas. Évidemment, il y a beaucoup d'inconnus, c'est le degré d'immunité auquel on sera arrivé, la production de médicaments qui se serviraient, les masques, les vaccins, etc. Et la politique économique doit s'adapter aux deux phases. Donc, même temps qu'elle doit s'adapter, il y a un certain nombre d'incertitudes, par exemple tout ce qui a à voir avec la production de nouveaux traitements qui détermineront en fait la sortie de la crise. Cette crise pourrait donc durer de 6 mois, ou vraiment, j'y crois pas, mais enfin, à supposer que tout retourne dans l'ordre à la fin de l'année, à 2 ans. Et donc la politique économique, elle n'est pas écrite dans un manuel. Il faudra qu'elle s'ajuste, qu'elle s'adapte.
Alors, je vais surtout… attendez. Et je vais parler surtout de la politique fiscale, parce que c'est ça dont on parle le plus. Et je vais commencer par expliquer quels sont les trois objectifs que la politique fiscale doit remplir. Enfin, là, je m'inspire beaucoup d'un article d'Olivier Blanchard, qui était ancien économiste en chef du FMI, qui est à la retraite, et qui travaille maintenant au Peterson Institute. Et Olivier Blanchard est l'auteur d'un manuel de niveau… je crois qu'il a fait un manuel au niveau graduate, c'est-à-dire après la licence de macroéconomie. C'est un très bon manuel. Donc, il dit dans un de ses articles, il faut réécrire le manuel. Tout ce que j'écris dans mon manuel, il faut le mettre à la poubelle, il faut tout réécrire. Bon, voilà, donc c'est une manière de parler. Donc là, on va revenir quels sont les trois objectifs, et je pense que ce qui définit, mais qui, je pense, sont tout à fait corrects. Le premier point, c'est financer les dépenses de santé. Augmenter le nombre de tests, rechercher pour un vaccin, etc. Ces dépenses peuvent sembler élevées, mais en fait, elles ne représentent que 1% du PIB. Et ces dépenses qui ont lieu maintenant devront évidemment continuer bien après la crise, parce qu'il faut se prévenir contre d'autres crises qui pourraient arriver. Alors, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous ont lu ou écouté Bill Gates, qui est intervenu de nombreuses fois dans plein de médias depuis un mois, parce que Bill Gates, en 2015, avait en quelque sorte anticipé une pandémie telle qu'on la connaissait aujourd'hui. Et il avait dit qu'il faut investir dans la recherche pour les vaccins, dans la recherche des traitements. C'est vraiment le grand danger. C'est le grand danger qui nous menace. Alors, brusquement, il apparaît, il a raison, et il met la main à la pâte, il met aussi l'argent sur la table pour financer toutes ces recherches. Mais ce que je retiens de ce qu'il disait, enfin, il y a plein de choses intéressantes, je vous renvoie aux articles et aux conférences, ils disent que le coût de ces… Lorsqu'il avait écrit en 2015, le coût de toutes les mesures qu'il avait envisagées, c'était quelques milliards de dollars. Ça paraissait beaucoup à l'époque. Mais aujourd'hui, le coût de la crise, c'est des trilliards de dollars. Donc, il aurait mieux voulu investir les 20 milliards de dollars qu'il avait préconisés en 2015. On n'aurait peut-être pas eu à dépenser des trilliards de dollars, des trillions, je ne sais pas si on dit trilliards en français. Le plan américain fait déjà 2 trilliards de dollars. Donc là, il faudra rajouter encore 1 trilliard d'autres dépenses budgétaires qui sont liées à ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. C'est le fait qu'il y a un certain nombre de dépenses qui sont enclenchées lorsque l'économie ralentit. Donc, voilà les dépenses. Donc, ça, c'est le premier point, finance de dépenses de santé, qui sont en fait peu élevées en termes macroéconomiques, mais qui sont essentielles. Deuxième point, c'est l'aide économique. Ça, c'est ce dont on parle le plus. C'est l'aide pour aider les ménages et les entreprises à passer le cap. Le coût est élevé. On parle de 10 à 15% du PIB. Les États-Unis ont l'avantage d'avoir présenté un package global, la fameuse US CARES Act, dont on parle de 2 trilliards de dollars, qui est assez complet et qui a déjà augmenté. Ça représente 14% du PIB aux États-Unis. C'est beaucoup d'argent. En France, c'est plus difficile à quantifier. Il y a l'aide au chômage partiel, le report d'échéances fiscales, des garanties bancaires, des exceptionnelles de solidarité qu'on vient d'annoncer hier ou avant-hier, 200 € par personne. Donc, il y a différentes approches, mais enfin, encore une fois, quelqu'un peut me dire, mais moi, je n'ai pas vu de quantification globale du coût. Alors moi, j'ai essayé de faire un espèce de petit calcul sur le dos d'une enveloppe, comme on dit, pour voir à peu près de quoi on parle, quoi ça représente. Alors, évidemment, tout ça, c'est sujet à caution, à révision, c'est vraiment des calculs, comme je dis, back to envelope. Alors, l'INSEE a sorti des chiffres montrant que le confinement amène à une chute de la production de 35%. Alors, supposez que 80% des agents en ménage et entreprises connaissent des problèmes de liquidité.
évidemment tout le monde en a, mais disons des vrais problèmes, et que l'État les compense à 80%. C'est-à-dire, le chômage partiel, c'est 84%. Donc, je fais grosso modo que la chute de production liée au confinement soit de 40%. Alors, le coût de confinement pour un mois serait donc, en termes budgétaires, de 25% du PIB de ce mois. C'est-à-dire 0,8 multiplié par 0,8 multiplié par 0,4. Alors, faisant l'hypothèse qu'il y a 2 mois de confinement complet, tel qu'on l'a maintenant, et 6 mois de demi-confinement, c'est-à-dire que pendant le demi-confinement, c'est-à-dire au lieu d'avoir un arrêt de 40% de la production, on est un arrêt que de 20% de la production. Ça ferait donc, le coût global en termes budgétaires serait de 12,5% du PIB. Et ça, ceci, c'est en plus du déficit budgétaire qui est prévu. Vous savez, on est toujours autour des 3%, on dépasse les 3%, et sans tenir compte de l'effet des baisses des revenus de l'État qui sera causé par la crise, parce que la baisse de l'activité, les recettes fiscales vont chuter, donc ça va encore rajouter. Donc, grosso modo, on se retrouve sans aller très loin à 12,5% du PIB. Là, on est 14% aux États-Unis. Si je rajoute un déficit budgétaire habituel à 13,3%, on doit être dans les 15%. Enfin, ça, c'est ma prévision personnelle. Évidemment, vous me direz à la fin de l'année si j'ai raison ou pas, mais bon, je pense qu'on aura un déficit budgétaire autour de 15% du PIB. Alors, la question, évidemment, se pose, comment le financer? Des prêts, des dons? Est-ce qu'il y a suffisamment d'incitation pour reprendre le travail? Par exemple, Olivier Blanchard pense que 80%, 85%, c'est trop élevé de chômage partiel parce que ça n'incite pas les gens à revenir au travail. Enfin, c'est un point de vue, mais disons, on peut en discuter. Alors, maintenant, donc ça c'est l'aide économique d'urgence. On a vu le financement des dépenses de santé de base, l'aide économique d'urgence. Et maintenant, le troisième temps, c'est soutenir la demande globale. Alors, la demande globale, c'est une fois que l'économie repart, qu'on sort de la crise du confinement, il faut soutenir la demande globale. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a une chute de capacité de production. C'est-à-dire les entreprises, certaines sont fermées, d'autres ont des problèmes d'approvisionnement, n'ont pas les pièces, ne peuvent pas produire, voudraient bien. Et donc, l'offre va repartir, mais elle ne repartira pas au quart de tour. Donc, la gestion de la demande, de la demande, c'est-à-dire de la consommation, de l'investissement, doit être prudente, parce que si on stimule trop la demande globale, parce que après la crise, pour relancer l'économie, il faut relancer la demande, mais si on la lance trop vite, par rapport à une offre qui est limitée, on risque d'avoir des effets d'inflation. Donc, il faudra marcher sur des œufs. Encore une fois, on ne peut pas dire exactement comment il faudra que les hommes, les dirigeants, le ministre des Finances, les gouverneurs de banque centrale fassent ça, mais il faudra faire attention de ne pas dépasser la demande qui puisse être remplie par une offre. Voilà les trois choses, je répète, financer les dépenses de santé tout de suite, l'aide d'urgence, on met surtout l'accent là-dessus. Le troisième point, c'est soutenir la demande globale une fois qu'on commence à en sortir, en faisant un plan de relance budgétaire, qui a d'ailleurs été confirmé par le FMI, il dit après qu'on en sort, il faut faire un plan de relance, etc. Maintenant, on va se retrouver avec une dette. Comment financer tout ça? Et on va se retrouver avec une dette qui est déjà très élevée au départ. Vous voyez, ici, vous avez un tableau de l'Institut de l'International Finance qui montre la dette globale, c'est-à-dire celle des ménages, des gouvernements. Le gouvernement, c'est la partie en bleu foncé. Vous voyez, on n'est pas loin de 100% pour les gouvernements. Des ménages, donc des entreprises financières et des entreprises non financières. Alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'est la taille, parce qu'on parle toujours de la dette du gouvernement.
Donc, on peut pas loin de 100%, mais on est à plus de 300% si on rajoute les ménages, les entreprises non financières et les entreprises financières. Alors, ce qui est important, c'est quand vous avez une récession, les gens qui ont une dette, par exemple, les ménages, est-ce qu'ils vont pouvoir encore augmenter leur dette? Bon, ce sont des questions. Deuxième observation, c'est qu'après la crise de 2008, vous voyez ici sur le tableau, la dette a continué à augmenter. La dette des gouvernements a augmenté, tout le monde a augmenté. Et les autres, ils ont suivi, quoi. Et c'est la dette des gouvernements qui a continué à augmenter, malgré les annonces qui ont été faites, en partie parce que le gouvernement a dû évidemment financer les banques qui étaient en crise. Il a pris sur lui la dette, mais les banques, vous voyez, n'ont pas baissé leur dette. Et donc, on se retrouve avec une situation où on a déjà une dette très élevée en commençant. Alors, d'après les prévisions, encore une fois, que j'ai consultées, la dette en termes de PIB va augmenter de 20 à 30% du PIB. Alors, c'est l'effet combiné de l'augmentation des dépenses, dont je viens de parler avant, les 15% de déficit, plus le fait que les recettes fiscales vont chuter énormément, parce que vous avez une récession, donc il y aura moins d'impôts. Voilà, donc l'augmentation des dépenses, plus le chiffre que j'ai sorti, 20 à 30%, c'est le consensus. Hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je n'ai pas le détail, mais enfin, on pourra regarder si vous voulez, mais on n'a pas le temps. Pour le FMI, donc les prévisions du FMI, donc du 20 avril 2020, c'est donc quand même très récent, la dette publique globale, donc pour l'ensemble des pays, vous voyez, vous voyez, je vous avais dit, on était à peu près à 100%. Hein. Bon, maintenant, le FMI, il dit que ça va passer de 102%, donc c'est un peu plus que mon tableau, à 122%. Donc, ils ont fait des prévisions de dette globale de 122%. Alors là, le débat public est ouvert. Vous écoutez la radio, vous entendez plein de choses. Augmenter les impôts, l'ISF, annuler la dette, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont à bonnes et à jeter aussi. Je ne veux pas rentrer dans ces discussions, mais bon, l'augmenter les impôts en période de récession, c'est la recette catastrophe. Et retourner à augmenter l'ISF, c'est la recette catastrophe aussi, parce que c'est amener à la fuite des capitaux. Donc voilà, donc, dans une crise économique comme ça, il faut maintenir la confiance et pas faire tout pour la détruire. Alors, annuler la dette, c'est peut-être pour certains pays émergents, pays africains et autres. Bon, alors, il est important de mutualiser la dette. C'est une erreur, un typo là. C'est-à-dire, je pense que les efforts de l'Union européenne pour créer des eurobonds, c'est important. Je pense qu'il est important d'avoir une approche solidaire entre les pays du Sud, parce que sinon, là, on a des risques politiques d'explosion de l'Europe. Si on ne fait rien pour les Italiens, si on ne fait rien pour les Espagnols, donc ça va aller très mal. Il y a une approche intéressante par l'investissement de Bruno Le Maire qui dit en fait, il ne faut pas mutualiser les dettes, mais mutualiser les investissements pour créer, par exemple, des capacités médicales suffisantes. Alors, les vieilles recettes qu'on a utilisées dans l'après-guerre, ce qu'on appelle la taxe inflationniste, il y avait de l'inflation qui faisait que, comme la dette est en valeur nominale, avec l'inflation, la poids de la dette diminue. Ce qu'on appelle aussi la répression fiscale, c'est d'obliger les gens à acheter des obligations d'État à des taux très bas en dessous de l'inflation, ce qui a été également utilisé en France. Mais ce n'est pas crédible pour l'instant dans une économie mondialisée, avec en plus des monnaies électroniques telles que ça existe. Ben, disons que ce n'est pas impossible à moyen terme, mais ce n'est pas des solutions possibles, mais je suis sûr que vous entendez parler de ça dans la presse. Le levier principal, c'est vraiment la croissance. Alors, pour des économistes, si vous voulez, il y a un théorème assez simple qui dit que pour que le taux de la dette commence à baisser, le rapport de la dette au PIB baisse
qu'elle soit soutenable, il faut que le taux de croissance de l'économie soit supérieur au taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Alors, vous faites l'arithmétique, vous verrez que ça marche. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des conditions de taux d'intérêt qui sont très bas et il y a de bonnes chances, là encore, il y a un consensus chez la plupart des économistes, que ça pourrait continuer. Donc, la balle est dans le camp de la croissance. Alors là, il y a toutes les politiques qu'il faut faire pour relancer la croissance. On ne peut pas en parler aujourd'hui, mais politiques d'innovation, de mobilité sociale, toutes sortes de choses. Je vous renvoie aux travaux de Philippe Aghion, qui sont très intéressants sur ces questions-là. Mais on peut quand même dire que les banques centrales doivent être vigilantes et faire tout ce qu'il est en leur pouvoir pour éviter des augmentations des taux d'intérêt. Comment ça pourrait se produire? S'il y a une inflation de la demande, par exemple, qui vient, que les gens se mettent à acheter beaucoup, qu'il n'y a pas d'offre, et à ce moment-là, les gens qui détiennent des obligations d'État vont dire bah, il nous faut des taux d'intérêt plus élevés, parce que sinon on va perdre de l'argent, et donc on va se retrouver avec des taux d'intérêt qui montent, et tout un risque de quelque sorte de surenchère, de spirale, d'hystérésis qui peut se produire. Et ça peut amener aux difficultés à ce moment-là de contenir le poids de la dette. Alors, donc, un autre point qui est important, c'est inflation et déflation. C'est à mon avant-dernière diapo, il y en a une petite à la fin sur les pays émergents. Donc, je pense que Marc, je serai dans les temps. Il me reste encore 5 minutes à peu près. Donc, concernant cette question-là, les banques centrales ont créé beaucoup de liquidités alors que la demande baisse. Est-ce que c'est une recette pour la relance de l'inflation? Vous savez, quand vous demandez à un économiste ce que c'est l'inflation, il dit que c'est beaucoup d'argent qui chasse peu de biens. Si vous mettez plus d'argent sur la table et il n'y a pas assez de biens, ben voilà, les prix vont monter, c'est normal. Alors, effectivement, on a créé beaucoup d'argent. Les banques centrales ont créé beaucoup de liquidités auprès du système bancaire. Elles ont donné aux banques la possibilité de créer de la monnaie. Mais est-ce que ça suffit? En plus, le problème de l'inflation créé par les liquidités pourrait être exacerbé par le coût des mesures de distanciation sociale. Il y a des pressions sur les coûts. Par exemple, les compagnies aériennes, si elles reprennent, s'il faut qu'elles gardent des mesures de distanciation, elles voyageront avec les avions moitié vides. Donc, le coût du billet va augmenter. Ça la paye 2 fois plus cher votre voyage en Israël, si vous devez le faire. En même temps, il y a des forces qui vont dans le sens contraire. Le prix du pétrole. Pourquoi le prix du pétrole s'est effondré? C'est parce qu'il y a trop d'offres pour pas assez de demandes. La même situation sur les autres marchés de matières premières. Le salaire, les salaires qui est un facteur de coût important, évidemment, encore plus important que le prix du pétrole, ils ont peu de chances d'augmenter quand même, étant donné que le chômage restera élevé. Alors, concernant la liquidité, l'augmentation de liquidité, l'expérience de 2008-2009 suggère quand même une augmentation très importante de monnaie banque centrale, mais ne traite pas nécessairement une reprise de l'inflation. Il faudrait pour cela que la première se traduise par une forte augmentation de la demande de crédit. Il faut que qu'est-ce qui se passe? La Banque centrale prête aux banques et les banques créent de la monnaie. Et la monnaie, ça veut dire quoi? C'est quand les gens viennent demander du crédit. Mais s'il n'y a pas de demande de crédit, même l'augmentation des réserves auprès des banques ne crée pas forcément une demande de monnaie inflationniste. Donc actuellement, ce n'est pas évident qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme on s'est retrouvé en 2008-2009, où la création, ce qu'on appelle quantitative easing des banques centrales, n'a pas amené beaucoup d'inflation. Donc, mais la grande inconnue, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le déconfinement, un point que j'ai déjà soulevé avant. Va-t-on assister à un rattrapage de la demande alors que l'offre est encore limitée et que les faillites d'entreprises se multiplient? La plupart des économistes pensent que non. Les ménages vont rester prudents, mais on ne peut pas complètement ignorer le risque. Si, évidemment, un boom inflationniste venait à se déclencher, cela rendrait difficile la gestion des banques centrales qui s'efforceront de maintenir les taux d'intérêt bas pour gérer le poids de la dette. Et en même temps, on peut dire qu'une déflation importante rendrait très difficile la gestion de la dette dans le cas où les taux d'intérêt resteraient stables alors que les prix, les recettes fiscales et la salaire baisseraient. Donc rapidement, les pays émergents,
j'ai pas parlé d'Israël parce que je n'ai pas tout traité. Mais bon, pour les pays émergents, la crise sanitaire est sévère sans l'infrastructure médicale. Je crois que j'ai vu l'autre jour qu'un pays comme je ne sais plus quel pays africain avait 5 lits de réanimation avec 10 millions d'habitants, des choses comme ça. Malgré tout, il y a un mystère en Afrique. Alors, quand vous lisez la presse, on dit oui, l'Afrique, ça va être terrible, ça va être l'hécatombe. On a un scénario, si vous voulez, d'immunisation, comme on appelle ça, globale, où 60% de la population est atteinte, et après, l'épidémie s'arrête. Avec évidemment des morts à la clé. Bon. Pour l'instant, en Afrique, bon, j'ai vu des choses. Au Nigeria, ça augmente apparemment, ça bouge tous les 5 jours. Mais dans beaucoup de pays, on ne voit pas tellement. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Quelqu'un m'a signalé un article du Monde aujourd'hui que je n'ai encore pas lu. Pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas? Une des raisons qu'on peut invoquer, évidemment, c'est que la population est très jeune. La moitié de la population, moins de 15 ans. Donc, le risque de mourir du Covid est assez peu élevé. Et d'autre part, il y a aussi des théories un peu, je ne sais pas ce que ça vaut, sur le fait que les gens étant exposés beaucoup à la malaria, ils ont développé des résistances de la même manière que les chloroquinines semblent traiter certains patients. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus. Mais toujours est-il que s'il y a un risque d'explosion épidémique en Afrique, même si ça se calme chez nous, ça va retourner chez nous à un moment donné. Alors, dans ces pays-là, on a une crise économique profonde causée par la chute du prix des matières premières. Évidemment, le Nigeria, c'est la catastrophe. C'est un pays dont les exportations, je dis pourquoi le Nigeria? Parce que c'est le pays le plus important avec l'Afrique du Sud en Afrique, dont 200 millions d'habitants. Je rappelle que la pays francophone française, ça fait 60 millions d'habitants, que le Congo, ex-Zaïre, ça fait 40 millions, le Nigeria, 200 millions. Bon, alors, l'Afrique du Sud aussi touchée. Déjà, le Nigeria, il y a un accord avec le FMI de 3 milliards de dollars la semaine dernière. La monnaie s'est effondrée, il y a des fuites de capitaux majeurs. Donc là, il peut y avoir des gros problèmes politiques de déstabilisation dans cette région-là. Il ne faut pas sous-estimer. Alors, l'endettement évidemment élevé et une dette insoutenable. Parce que, bon, déjà, elle était très dure, ils n'arrivent pas à payer. Souvent, ils ont des clauses complètement farfelues. Quelqu'un m'a cité que pour le Nigeria, en l'occurrence, ils ont des clauses que les banquiers leur ont prêtées, mais à condition qu'ils aient un dépôt en monnaie locale valant 150% du prêt. Tant qu'il y a la monnaie est stable, ça va. Mais quand la monnaie se déprécie à toute vitesse, comme c'est le cas, c'est la catastrophe. L'Argentine est nouveau, je crois que c'est son 10e défaut de paiement, sur le point d'arrêter de payer. Voilà. Donc voilà, on est évidemment très obnubilé, on a raison de l'être. C'est notre situation à nous qui est la plus importante aujourd'hui, notre manière de vivre aussi, de survivre. Mais il ne faut pas oublier qu'à la porte, et ce n'est pas uniquement une question de charité, c'est une question ça nous concerne aussi, les problèmes de migration, tous les problèmes qu'on a déjà eus avec ce qui se passait en Grèce. Si ces pays s'effondrent, ben voilà, on a encore quelques millions de gens à la porte. Voilà, donc, conclusion, il faut donc, par égoïsme, nécessiter d'aider les pays les plus en difficulté. Voilà, je m'arrête ici. Et voilà, s'il y a des questions, merci. Je suis à vous. Merci Pierre. Alors, je me suggère que les personnes qui veulent poser des questions les écrivent en utilisant la fonction converser. Et moi, je vais donc restituer les questions à Pierre pour qu'on puisse rester en mode mute et donc entendre les réponses sans qu'il y ait un brouhaha. La première question vient de Hervé Lévy qui demande, dans le cas d'un scénario moyen ou sévère, peut-on assister à une faillite bancaire par effet de domino à l'instar de 2008? Écoutez, ce que je comprends de ça, parce que là, encore une fois, c'est difficile, le problème qu'il y a aujourd'hui avec les banques, ce n'est pas le même problème qu'il y avait en 2008.
en 2008, c'était une crise de financement de produits douteux. Vous savez, le saucissonnement des actifs financiers liés à une bulle immobilière. On vendait, ça a commencé aux États-Unis par le fait qu'on prêtait à tout le monde pour acheter des maisons. Et les hypothèques étaient saucissonnées, comme c'était souvent des gens qui ne pouvaient pas payer, et on créait des actifs synthétiques que les banques achetaient en disant il n'y a pas de risque. Tout s'est effondré en même temps. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est, si vous voulez, le faillite dans l'économie réelle. Si vous avez beaucoup d'entreprises qui se retrouvent dans une situation difficile, si les marchés financiers également chutent encore, la bourse évidemment a chuté, mais elle a remonté les 3 dernières semaines. Ce n'est pas, à mon avis, et je pense la plupart des économistes pensent que cette remontée de la bourse n'est pas saine, qu'elle ne reflète rien dans la réalité. Donc, si il y a beaucoup de faillites à ce moment-là, les banques qui portent des prêts à ces entreprises risquent d'être en difficulté. Donc, ce ne sera pas le même genre de crise financière que celle qu'on a connue en 2008. Mais ce sera une crise mondiale. Elle est possible. Elle est possible. Elle est possible, mais ce n'est pas le même genre qu'en 2008. J'ai une question de Alexander Greenberg qui demande comment aider les pays les plus en difficulté. Comment ça sera possible alors que les membres de l'Union européenne ont refusé d'aider de s'aider les uns les autres, en particulier l'Italie. Donc, comment pensez-vous qu'ils vont aider les pays en voie de développement? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Bon, il y a des institutions qui travaillent dans ce sens-là et qui sont indépendantes, si vous voulez, de l'aide politique, hein, dont le métier, c'est de faire ça. L'Union européenne a un certain nombre d'instruments. La Banque mondiale a fait beaucoup de prêts actuellement. Le FMI aussi. Les banques régionales, je ne sais pas ce que fait la Banque interaméricaine en Amérique latine, mais il y a des instruments qui existent et il faut les soutenir, quoi. Il faut donner les moyens de lever des fonds et de prêter. Mais ils ont la technologie pour le faire. Maintenant, il y a aussi tout le problème des dettes. C'est-à-dire qu'il faudrait que les pays acceptent, ils ont déjà accepté le report de paiement de certaines dettes. Il faudra accepter une annulation. Actuellement, il y a le problème de l'Argentine, c'est un gros problème. L'Argentine a proposé un moratoire de 3 ans que les créanciers n'ont pas accepté. Je ne sais pas si c'est... Je ne peux pas prononcer là-dessus, je ne connais pas assez le dossier. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Envoyez-les sur la fonction conversation. Alors, il semble que l'exposé de Pierre ait été suffisamment clair, complet, exhaustif dans les sujets abordés et dans les réponses proposées pour que nous ayons asséché le stock de questions. Donc, là, il n'y a plus d'autres questions. Je vais restituer la parole à tout le monde pour qu'on puisse remercier Pierre, se saluer. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Pierre. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci, bravo.